Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième ronde du tournoi des candidats, le tournoi d'échecs de l'année qu'il ne faut pas louper. Et pour cette sixième ronde, je vous ai préparé la partie Pragdananda à Abazov. Une partie très intéressante positionnellement, stratégiquement, notamment dans la structure de pions. Et il y a aussi des notions d'abri du roi, il y a des phases tactiques, il y a des confrontations faux contre cavalier, donc elle est très riche, cette partie. Alors Pragdananda, il a les blancs et pour l'instant il réussit bien le tournoi. Il n'est qu'à un demi-point du duo de tête. Donc il est encore en course pour être le vainqueur du tournoi des candidats. Alors que Abasov, lui, il est dernier avec Firouzja, donc il a un tournoi difficile et en plus il a les noirs. Donc ici Pragdananda ouvre avec le pion dame, il joue T4, Abasov joue T5. J'en profite pour vous dire que si vous voulez voir les autres vidéos du tournoi des candidats, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Cavalier F3, cavalier F6, et là C4, première proposition d'échange. Bon, si les noirs acceptent, on connaît, ils dévient leur pion hors du centre, et les blancs peuvent jouer E3 pour récupérer le pion C4 avec le fou, ou tout de suite le récupérer plus directement avec dame A4 échec et cette fourchette. Et le pion C4 sautera. C'est pour ça qu'il est assez habituel pour les noirs de consolider le pion T5 par des coups comme C6 ou E6. Et là, c'est E6 qui est joué. Cavalier C3 et les noirs jouent maintenant C5. La défense t'arrache du gambit dame. Et ce quatuor de pions est très explosif. Chaque pion peut s'échanger, créant un chaos. Il y a beaucoup de choses à songer. Et je me souviens qu'il y a Noah, un jeune joueur de mon club d'échecs en ligne, qui me demandait comment gérer ça en fait. Eh bien, il faut calculer les différents échanges pour voir est-ce qu'on gagne un pion dans l'affaire. Et si on ne gagne pas un pion, est-ce qu'on va affaiblir la position de l'adversaire, par exemple, en créant un pion isolé dans de bonnes conditions. Eh bien, on va calculer. Ici, Pragdananda, il va pas échanger. Dans la partie, il va jouer E3, il va garder la pause pour peut-être essayer d'échanger dans de meilleures conditions. Mais regardons les échanges. Moi, j'ai l'habitude, avec les blancs, en fait, de prendre en D5 immédiatement. Si les noirs me prennent en D4, je reprends de la dame, je prends un peu de hauteur avec ma dame ici. Et si les noirs reprennent du pion, voyez l'échange du pion D4 contre le pion C5, ici, créerait un pion isolé chez l'adversaire, c'est-à-dire un pion, je vais faire la séquence. Là, c'est-à-dire un pion qui ne peut plus être protégé par un autre pion noir et qui subit donc l'attaque. Mais échanger tout de suite avec cette prise en D5, alors prise en D5, pardon, mais échanger tout de suite avec la prise en C5, ça fait développer son fou. Donc là, j'ai tendance à ne pas prendre en C5 tout de suite et à construire le jeu en prévision de l'attaque de son pion isolé. Par exemple, en jouant fou G5, le clouage. Et lorsque je prendrai en C5 un peu plus tard, le cavalier ne défendra plus le pion D5 parce qu'il est cloué, ou en tout cas je pourrais le supprimer. On a aussi un autre coup qui prépare l'attaque du pion D5, c'est G3, la mise en fianchetto du fou en G2 pour que le fou soit très bien placé dans l'attaque de D5. Donc généralement ici, dans cette position, je provoque un premier échange en D5, et en cas de reprise, j'ai la volonté de faire D prend C5, mais pas tout de suite, je ne veux pas développer son fou très rapidement, et je veux être bien organisé pour attaquer le pion isolé, donc je joue des coups comme fou G5, comme G3, comme fou G2, comme petit roc, et au bon moment, j'échange en C5 pour attaquer D5. Voilà, c'est comme ça que je procède. Alors vous allez me dire, oui, mais sur la prise en D5, les noirs ne sont pas obligés de reprendre du pion, ils peuvent reprendre du cavalier. Et là, souvent, ça continue par E4, prise, et les blancs jouent avec une majorité de pions au centre, et les noirs, pour compenser cette majorité, eh bien, ils ont une pression en D4. Et puis, ils échangent souvent le pion C contre le pion D, ce qui amène une reprise du pion C des blancs. Et on a cette confrontation de la majorité centrale des blancs contre une majorité à l'aile dame. Les noirs, ils ont les pions A7 et B7 contre A2. Et souvent, dans les finales, cette majorité éloignée peut créer un pion passé éloigné et être un atout pour les noirs. Donc les noirs chercheront plutôt à jouer des finales, alors que les blancs chercheront avec leur centre de pion à créer des offensifs contre le roi de l'adversaire. Ça provoque des jeux complètement différents, des stratégies complètement différentes. Alors dans la partie, Pragdananda pour l'instant prend aucune décision, il joue E3. Cavalier C6, A3, ça peut être utile ce coup A3. Ça peut être utile, notamment si à un moment donné on a l'échange D prend C5, fou prend, le pion A3 pourra soutenir la poussée B4, attaquant le fou et donnant la case B2 au fou C1, au fou de case noire, qui se retrouvera sur une très belle diagonale. Et d'ailleurs les noirs font la même chose, ils jouent A6. Donc on est dans une symétrie totale pour l'instant, une sorte de partie miroir. Et là, Pragdananda, il joue B3. Donc il donne la case B2 à son fou, et les noirs s'arrêtent de jouer la symétrie. Ils vont prendre prise en D4, reprise du pion. Et là, si les noirs prennent en C4, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais si les noirs prennent en C4, alors si les blancs reprennent du fou, c'est les blancs qui endurent un pion isolé ici au centre, mais les blancs pourraient reprendre du pion en C4
Et là, c'est pas un pion isolé, c'est ce qu'on appelle les pions pendants. Deux pions côte à côte, les pions C4 et D4, qui ne sont pas défendus par d'autres pions blancs, qui peuvent subir la pression sur les colonnes C et D. Alors, dit comme ça, c'est peut-être pas très engageant. On se dit, bah oui, mais on ne veut pas avoir des pions qui subissent la pression sur des colonnes ouvertes, enfin sur des colonnes semi-ouvertes. Mais ils assurent l'espace quand même, ces deux pions. Vous voyez, ils contrôlent beaucoup d'espace. Donc le jeu avec les pions pendants est un jeu très riche positionnellement entre la défense, la nécessité de défendre des pions pendants qui peuvent être attaqués, mais le contrôle d'espace que ces pions pendants offrent. Donc il y a des atouts et des inconvénients. Et puis il ne faut pas oublier que les noirs ayant joué à 6, eh bien, ils peuvent aussi subir un peu de pression sur la colonne B. C'est un terrain de jeu pour les blancs, cette colonne semi-ouverte B. Donc dans la position, Abazov, il ne veut pas créer les pions pendants. Il va simplement se développer avec faux-7. Et là, une structure qu'on n'avait pas encore envisagée, et qui va se produire, c'est que Praggnanandhaa, il joue C5. Donc, vous voyez, toute cette ouverture-là sur les 10 premiers coups, c'est que du jeu structurel, c'est de savoir qui va construire quelle structure. On va chaque joueur essayer de façonner la structure qui va l'arranger dans le milieu de jeu, en fait. Et cette poussée en C5, elle offre de grands atouts pour les blancs. Les noirs doivent réagir très fortement, parce que là, les blancs, en poussant C5, ils obtiennent une majorité de 3 pions contre 2 à l'aile dame, ça veut dire qu'ils peuvent jouer un jeu de promotion, par exemple jouer des coups comme B4, alors après tour B1 pour défendre B4 pour pouvoir jouer à 4, puis B5, prise, reprendre du pion, chasser le cavalier, et avoir des pions comme ça, B5 et C5, qui prennent de l'espace, de la hauteur, qui repoussent les pièces adverses et qui pourraient créer un pion passé. Donc il y a du jeu pour les blancs à l'aile dame, mais il y a du jeu pour les blancs au centre aussi, parce que regardez la colonne semi-ouverte E, elle est très longue avec cet avant-poste 5. Un avantage d'espace central qui peut leur permettre aussi de lancer des attaques contre le roi noir. Vous voyez, s'il y a des fous D3, petits rocs, s'il y a des petits rocs de chaque côté, on a le fou qui vise, l'autre fou qui vise, une tour qui pourrait par exemple se mettre sur la colonne E, qui pourrait soutenir l'arrivée d'un cavalier sur l'avant-poste en E5. La troisième rangée est libre pour les blancs, donc ils peuvent utiliser la troisième rangée pour leur tour pour coulisser sur la troisième rangée et rejoindre l'attaque contre le roi. Il y a plus de, grâce à l'espace central des blancs sur la colonne E, il y a plus de possibilités pour les blancs d'amener des pièces à l'attaque du roi noir, que les noirs pourraient en amener à la défense de leur propre roi. Donc c'est une structure de pion, celle-ci, qui est très favorable pour les blancs. C'est pourquoi les noirs doivent jouer dynamiquement. Ils doivent jouer pour casser tout ça. Et ils vont le faire avec B6. Ils attaquent. Alors, ici, Praggnanandhaa ne défend pas par B4, certainement à cause de la prise en C5. Si on reprend, du coup, les blancs tiennent plus E5 et les noirs jouent E5, et c'est eux qui créent un fort centre de pion. Mais vous allez me dire, les blancs ils peuvent reprendre par contre du pion B en C5 et trouver un pion passé, un pion C5, qui est bloqué quand même en C6. Et là, les noirs, ils auraient la ressource cavalier E4. Très joli coup, avec l'idée que si les blancs prennent, le pion reprend chassant le cavalier F3, ouvrant la colonne pour la dame qui attaquerait le pion arriéré blanc en D4. Et en plus, cette sortie du cavalier en E4 libère la case F6 pour que le fou se mette à attaquer le pion arriéré D4. Vous voyez le jeu structurel, chacun a ses idées pour créer des faiblesses, c'est très fin en fait. Donc ça pour les joueurs débutants, on peut expérimenter, c'est très dur de visualiser les différentes structures de pions et comprendre les faiblesses structurelles. Mais pour les grands maîtres, c'est difficile pour un grand maître de gagner une pièce dans l'ouverture, donc il va chercher à créer, un grand maître qui joue contre un autre grand maître bien sûr, donc il va essayer de chercher à créer des faiblesses structurelles où il pourra appuyer en fait. Donc dans la position... Praggnanandhaa, il se rend compte que B4 n'est pas satisfaisant. Et il va prendre en B6. La dame reprend en B6. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, ok, c'est vrai, les blancs ont une majorité à l'aile dame de 2 pions contre 1, ils pourront essayer de créer un pion passé. C'est vrai, les blancs ont de l'avantage d'espace sur la colonne E avec l'avant-poste en E5 pour le cavalier peut-être tôt ou tard. Mais les noirs, ils vont jouer sur la faiblesse du pion isolé des 4 ici. Le cavalier, la dame attaque. Et on va voir que le cavalier noir va venir en E4, laissant le fou en F6 pour attaquer D4. Donc les noirs vont utiliser un contre-jeu sur la faiblesse du pion D4. Bon, B4 a été joué, cavalier E4 comme je vous l'ai dit, donc sur l'échange cavalier prend, pion prend, le pion déstabilise le cavalier F3 de la défense de D4. Donc les blancs ne prennent pas, mais d'un autre côté leur cavalier C3 est attaqué, donc cavalier A4 repousse la dame, dame B8, au moins elle sera plus à l'attaque de D4. Fou E2, on pourrait vouloir mettre le fou en D3, mais ça masquerait la défense de la dame sur le pion D4. Or, le pion D4 va être attaqué. Petit roc, et fou F6. Vous voyez, double attaque. Fou E3. On voit que les blancs prennent grand soin à défendre, évidemment, E3.
Cavalier E7, avec l'idée de rebondir en F5 et de toujours accentuer la pression sur D4 ici, mais que le cavalier, parce qu'en C6 il attaquait D4 aussi, mais le cavalier en F5 pourrait aussi questionner la paire de fous, avec le fou en E3. Cavalier C5. Alors sur cavalier prend, on reprendrait du pion B ici. Il y a eu cavalier C3. Les noirs vont chercher la paire de fous en fait. Ils vont attaquer la dame et le fou. Dame D2, cavalier prend échec, dame prend échec, cavalier F5 comme attendu avec l'attaque sur D4 et pourquoi pas une prise dans des conditions à définir du fou de case noire. Tour B1. Et là les noirs jouent E5. Alors il faut comprendre pourquoi, parce que finalement leur pression D4 échoue un peu. Le cavalier, le fou défendent très bien, on a les moyens en plus de ramener une tour à la défense. Et les blancs, ils ont toujours leur majorité à l'aile dame, ils peuvent toujours essayer d'évoluer avec par exemple A4, B5 pour créer un pion passé. Et les noirs, ils ont la paire de fous certes, mais regardez leur fou de case blanche. Si finalement le fou qu'ils ont et que les blancs n'ont pas, mais ils n'arrivent pas à jouer. Donc les noirs en jouant E5, ils essayent d'ouvrir la position en faveur de leur paire de fous et de libérer le fou C8. Et en cas d'échange des pions D et E, bah, les noirs obtiendraient un pion D5 qui serait isolé, mais qui serait également passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion blanc capable d'arrêter ce pion noir. Ça obligerait les pièces blanches à faire un blocage sur ce pion noir. Donc il y a l'échange, prise en E5, fou prend 5. Si le cavalier reprend, la dame reprendrait, vous voyez, cavalier prend, dame reprendrait, avec cette menace de jouer D4, parce que le fou est cloué, il y a la dame blanche derrière. Donc dans la position, Praggnanandhaa, il ne veut pas activer les pièces noires, il joue au contraire la tour F1 qui ne jouait pas, il la met en D1 en pression du pion isolé D4, D5, pardon, mais il vient en D4, le pion. Vous allez me dire, oui, mais les blancs peuvent prendre 3 fois ce pion, en fait. Le problème, c'est que le cavalier F3, dès qu'il va prendre D4, ça permet aux noirs d'aller gagner le pion H2 sur échec. Donc vous voyez, par exemple, sur fou prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, les noirs prennent en H2, et c'est pion contre pion. Pourtant, cette position, elle n'est pas si mal pour les blancs, hein, parce que le fou... il faut qu'il fasse attention, la dame elle se la défendre, bientôt il va y avoir cavalier C6 qui va attaquer la dame, et les pièces noires sont pratiquement toutes sur la 8e rangée, c'est plutôt un avantage blanc. Donc D4, c'était quand même possible de prendre en D4, mais Praggnanandhaa il joue fou G5. Il retire son fou de l'attaque, et il est en train d'attaquer 2 fois le fou E5. Le fou E5 qui recule en D6. Et là c'est intéressant, parce que on avait dit que sur la prise en D4, il y aurait des prises en H2. Mais là, ça serait même encore pire. Parce que sur la prise en D4, les noirs pourraient prendre. Et sur tour prend, c'est même pas fou prend H2 qu'on ferait. C'est comme on a dévié la tour blanche de la protection de la tour B1. Il pourrait y avoir fou prend C5 avec le clouage si le pion reprend. Dame prend tour. Donc, en reculant le fou en D6, les noirs conservent la pression sur H4. Les noirs, eh bien, ils protègent indirectement leur pion D4. Les blancs ne peuvent pas prendre le pion isolé mais passé D4. Et là, les blancs, ils vont jouer un coup de grand maître que beaucoup d'amateurs ne voudraient pas jouer. Quel est ce coup d'ailleurs? Vous joueriez quoi dans la position avec les blancs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, le coup ici, c'est le coup G4. Et là, comme je vous le disais, il y a beaucoup de joueurs amateurs qui ne pourraient jamais jouer G4 parce qu'ils ne veulent pas affaiblir les parois défensives de leur roc. La couverture de pion de leur roi, et ils ont bien raison d'ailleurs, la plupart du temps, c'est mauvais. Mais là, en fait, ce coup G4 est excellent. Tout simplement parce que le cavalier, il n'a pas de case. S'il vient en E7, eh bien, le fou va prendre, et sur fou prend, dame reprend, on va gagner une pièce. Et s'il vient en H6, il va y avoir fou prend, pion prend, et par exemple H3 pour défendre G4 après, et en fait, on a brisé le roc noir. C'est le roi noir qui est plus faible que le roi blanc, en fait. Donc, dans la position, ce coup G4 est très bon. Alors, les noirs contre-attaquent avec H6. Et si Praggnanandhaa, et c'est peut-être là le coup le plus difficile de la partie, il va jouer dame E4. C'est assez fin à comprendre. Alors, sur H6, si on recule le fou, on ne peut pas le reculer en H4 parce que le cavalier pourrait... Ça résolverait le problème du cavalier, en fait, qui pourrait prendre le fou. Et si le fou commence à reculer sur sa diagonale, le cavalier pourrait se mettre en E7. Donc, reculer le fou, ça ne marche pas. Et si on prend le cavalier tout de suite... Alors les noirs, ils ne sont pas obligés de prendre notre fou en G5, ils peuvent faire fou prend F5 pour attaquer la tour. Et nous, on peut vouloir sauver notre fou, par exemple, en H4. Mais maintenant, les noirs peuvent faire fou prend B1, tour prend B1, la tour se retrouve clouée sur la colonne, et les noirs, on secoue fou prend C5 après, en fait. Et c'est pourquoi Praggnanandhaa, il a vu cette phase tactique, et il va jouer dame E4.
Comme ça, après prise du fou, il reprend en F5. Et il n'y a pas de fou prend possible parce que la dame défend. Et en plus, la dame défend B1 également, donc règle tous les problèmes qu'il pourrait y avoir avec fou prend C5. La tour n'est pas seule à défendre la tour B1. La dame également, en fait. Alors les noirs ici vont jouer tour A7, la tour sur la 7e rangée. En plus, elle était sous pression de la dame, donc les noirs préfèrent ne pas laisser la dame noire simplement à la défense de la tour. La tour s'active sur la 7e rangée, elle pourrait venir en E7. Donc les blancs ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tour prend D4. Et les noirs, logiquement, ils veulent jouer G4 pour retirer le cavalier et attaquer ici H. Alors les blancs auraient pu résoudre les problèmes en jouant tour D1, en acceptant de perdre de cavalier pour contre-attaquer sur le fou. Mais les blancs, ici, ils ont décidé, Praggnanandhaa, il a décidé de jouer cavalier G5, avec la dame qui attaque G4 ici. Alors certes, ça perd le pion en H2 sur échec, mais roi G2, et l'idée c'est qu'on peut utiliser la colonne H dans l'attaque, ça devient très dangereux en fait, contre le roi noir. Les blancs sont mieux centralisés, il y a cette colonne H ouverte. Certes, l'abri du roi blanc est délabré, mais l'abri du roi noir présente ses propres failles. Et on voit que les blancs ont une centralisation de pièces plus importante, et leurs pièces sont plus proches de pouvoir finalement s'infiltrer contre le roi noir. Donc, roi G2. Les noirs, du coup, sentant le danger sur la colonne H, ils viennent proposer l'échange des dames. Dame E5. Difficile pour les blancs de refuser l'échange de dames, parce que quand la dame vient en E5, ça prépare aussi la prise en F5. Par exemple, sur dame prend G4, il y aurait fou prend F5 qui vient attaquer la dame, qui vient attaquer la tour. Le fou contrôle la case H7 pour éviter les problèmes de maths qu'il pourrait y avoir sur H7. Vous voyez. Donc finalement, dame prend E5 provoque l'échange des dames et on va arriver dans une finale. Alors Praggnanandhaa, il veut bien échanger les dames, mais à ses conditions, c'est lui qui joue tour D5. Donc dame prend E4 échec, cavalier reprend, le fou est attaqué, il recule en B8. Et là, F6, bien joué. On vient casser l'abri du roi noir. On pourrait se dire, oui, mais sans les dames, il n'y a pas d'attaque de maths possible. C'est très compliqué de mater sans les dames. Et pourtant, ça pourrait être possible. Par exemple, si les noirs jouent G6, on pourrait jouer tour H1. Et on pourrait avoir l'idée après de jouer tour H4, l'autre tour en D1, la tour en H1, et aller débouler en H8. Vous allez me dire, c'est très lent. Mais finalement, les noirs, si on regarde bien, ça va être compliqué pour eux d'empêcher ce type d'attaque. Le pion F6 ici, c'est ce que j'appelle la dent du dragon. Il contrôle l'importante case G7, protégé par le cavalier en E4, lui-même protégé par le cavalier en C5. Donc on a un réseau défensif très solide, et je ne vois pas comment les noirs peuvent éviter l'infiltration sur la colonne H. Ça devient très dangereux pour les noirs, en fait. Donc c'est pour ça que les noirs ne jouent pas G6. Et si les noirs prennent en F6, eh bien cavalier prend F6 échec, roi G7, on va faire cavalier E4, toujours ce relais de cavalier. Et bientôt tour G5, le roi ira sur la colonne H et tour H1 mat. Vous voyez, toutes les pièces blanches sont capables d'aller attaquer le roi noir. Même s'il n'y a pas de dame, ça crée des menaces de mat. C'est pour ça que dans la position, sur F6, les noirs ne touchent pas au pion en F6, ils vont se développer, ils vont jouer fou F4. Pour être capable, d'ailleurs, si les blancs viennent sur la colonne H, pour être capable de revenir en H6. Mais c'est pourtant bien. L'ordinateur a l'air de dire que tour H1 est le meilleur coup. Mais tour D1 a été joué. Tour C7, tour 1 D4, avec l'idée peut-être d'attaquer sur la 4e rangée le fou et le pion G4. Tour C6, cavalier D6, ça attaque le fou, donc G5. Alors si les noirs échangent, fou prend, tour prend, tour prend, tour prend. Après, A6 est condamné. Si A6 est condamné, ça offre 2 pions passés liés au blanc. Donc l'assurance de faire une dame. Donc dans la position, face à cette attaque du fou, il y a G5 qui est joué. Cavalier prend, tour prend, tour D8, Praggnanandhaa force les échanges parce qu'il se dit que le coup de tour A8 va lui permettre de gagner A6 et d'avoir 2 pions passés liés. Et c'est là que Abazov craque. Il va prendre en F6. La façon de tenir la position, c'est de jouer tour D6. Accepter de perdre A6 pour aller contre-attaquer sur la 2e rangée le pion F2 avec la menace G3 avec le clouage. Et les blancs ne peuvent pas se sortir du clouage en fait. S'ils jouent roi F1, on joue tour échec. Si le roi vient en E2, la tour revient en D2 échec soutenue par le fou. Et le roi devra revenir en F1, il y aura tour D1 échec. Et si le roi retourne en G2, on revient en D2 et on menace toujours G3. C'est comme ça que les noirs pourraient trouver leur contre-jeu sur les cases noires. Mais dans la partie, c'est tour prend F6 qui a été joué. Donc tour prend A6, les noirs ne veulent pas échanger les tours, à cause des pions passés liés qui
qui perdrait, donc il joue tour F5. Et là, très bon coup, cavalier D7. Le cavalier retire la case F6 à la tour, et menace d'ailleurs de jouer cavalier F6 échec pour s'emparer du pion G4. Les noirs jouent roi G7 pour sécuriser la case F6, mais tour A5, proposition d'échange des tours. Et les noirs peuvent plus éviter parce que le cavalier contrôle la case F6. Roi G6, A4, G3, on échange les tours, et on va gagner avec les pions passés éloignés. Il y a la prise en F2, A6, et les noirs abandonnent. Ils ne peuvent pas revenir en B8 contre les A7 parce que le cavalier prendrait. Et sur fou E3, on jouerait cavalier C5, l'interception protégée par le pion B4. Et après, le pion irait à dame. Voilà la défaite d'Abbasov. Donc une partie très tendue au niveau de la structure de pion. Dès l'ouverture, il y a beaucoup de structures de pions possibles. Les deux joueurs essayent de façonner une structure de pion qui leur sera favorable. Après, dans le milieu de jeu, il y a aussi un combat tactique qui vient pimenter finalement le jeu stratégique. Et cette transition en finale, où finalement les deux pions passés liés ont fini par triompher. Donc on va regarder le classement. Donc à l'issue de cette sixième ronde, on voit que Nepomniachtchi et Gukesh sont en tête avec 4 points sur 6, suivi donc de Caruana et Praggnanandhaa à 3 points et demi. Et en dernière position, Firouzja et Abbasov. Alors, les pronostics pour la ronde 7. Je vous avais dit que j'arrêtais pas de pronostiquer Firouzja gagnant et qu'il perdait tout. Alors je me suis mis à le pronostiquer perdant pour essayer qu'il gagne, mais finalement il a quand même perdu. Donc là c'est difficile. Alors je suis un très mauvais pronostiqueur. Je me souviens qu'à la première ronde j'ai mis beaucoup de victoires et il n'y a eu que des nuls. Donc à la deuxième ronde je me suis dit oh là là, je me suis enflammé, il va y avoir beaucoup de nuls dans ce tournoi, donc j'ai mis 4 nuls et il y a eu 4 victoires. C'est la chose très improbable dans le jeu de haut niveau. Donc à chaque fois c'est le contraire. Donc j'arrive plus à pronostiquer, j'ai faux à chaque fois. Bon alors, Hikaru Nakamura, quand même je m'amuse pour la ronde 7. Donc je suis sur le site Europe Échec, où il y a l'onglet Pronochess, où il y a un classement d'ailleurs, il y a des centaines de joueurs qui pronostiquent avec ce classement, et des prix pour ceux qui arrivent à être les meilleurs pronostiqueurs. Donc pour la ronde 7, Nakamura, Nepomniachtchi. La cote, elle est intéressante pour une victoire de Nepomniachtchi contre Nakamura. Ouais, je sais pas, non, c'est probablement un match nul, mais c'est pas très intéressant pour moi, ça me permettra pas de remonter le match nul, mais allez, je mets Nepomniachtchi. Je vais jouer le Vatou. Caruana, Praggnanandhaa. Bon, là, je mets Caruana quand même. Abbasov. Alors, Abbasov, c'est très compliqué. Il joue contre Vidit. Bon, je vais mettre un nul. Et Firouzja, Gukesh. Donc, j'ai mis des victoires de Firouzja, il perdait. Des défaites de Firouzja, il perdait. Je vais mettre un nul. Peut-être qu'il va gagner. Voilà, donc on se retrouvera bientôt pour la suite de ce tournoi avec des candidats. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, c'est important pour le référencement de la vidéo aussi, et même pour la qualité de la vidéo, je lis tous vos commentaires. Et puis vous pouvez partager cette vidéo. Au revoir à tous!